Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission occasionnelle, je dirais, d'information sur l'automobile Gotchard. Cette semaine, on a une semaine assez occupée parce que ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas parlé. Donc moi, j'aurai l'occasion de faire deux essais de véhicules électriques, un plus puissant, la Kia EV6 mais dans sa version GT, et un plus familial, le tout nouveau Subaru Solterra. Écoute, je pense que bimensuel, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le bon terme. Moi, de mon côté, je vais parler, comme d'habitude, de l'actualité. On a quand même plusieurs modèles intéressants qu'on a vu apparaître cette semaine du côté de Kia, même du côté de Volkswagen, quelque chose d'un peu plus abordable. Donc, je vais vous parler de tout ça plus tard. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors, mon cher William, ça fait effectivement quelque temps qu'on ne s'est pas parlé. Tu as eu quand même l'occasion de voir certaines des voitures avec lesquelles j'ai fait mes essais récemment, dont la fameuse Kia EV6, dont je pense que tu es tanné d'entendre parler un peu parce que j'en ai parlé pas mal. Ben, t'en as parlé pas mal, puis je l'ai même essayé, mais pas la version exactement que tu veux nous parler. Mais quand même, là, c'est une bonne voiture. C'était ce qu'on avait conclu dans cette même émission quand on en a parlé. C'est une bonne voiture quand même. Ouais, c'est surtout une voiture qui est extrêmement dynamique. La version GT, il faut savoir que c'est la version la plus puissante, qui arrive avec 576 chevaux, avec bien sûr là, des éléments aérodynamiques particuliers, incluant par exemple des freins surdimensionnés et des étriers de frein qui sont, pour le dire le moins, pas tellement discrets. Hein? Ils sont d'une espèce de jaune fluo. C'est aussi le cas de certains éléments à l'intérieur de la voiture, des sièges qui sont beaucoup plus sportifs, donc qui te donnent un support assez exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous donne vraiment la sensation qu'on est dans un monde à part. Parce qu'il faut le dire, on est effectivement dans un monde à part avec cette voiture-là. On a la même motorisation techniquement que, qu'à la base sur la EV6 GT que tu avais, sur la EV6 tout court que tu avais essayé. Mais évidemment, on l'a un petit peu boosté. C'est-à-dire que on est rendu avec un véhicule, je l'ai dit, qui fait 576 chevaux. Et là, pèse bien ces mots-là. Là, et rappelle-toi, par exemple, que pour faire un 0-100, ça prend à peu près 3,5 secondes, ce qui est l'équivalent de à peu près toutes les sportives à essence que l'on connaît, les plus puissantes. Euh, c'est Mais c'est pas ce qu'on rien. disait dernier épisode, les électriques sont capables de donner cette vitesse-là, ce couple-là, instantanément. Là. Exactement. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a un compromis à faire de ce côté-là, parce que avec la EV6 GT, on se retrouve avec une batterie de 77,4 kWh, là, la même chose que sur la plateforme traditionnelle, mais elle n'affiche que 332 km d'autonomie officiellement. C'est pas beaucoup, on C'est s'entend. combien la version standard? 400, ça peut aller jusqu'à 480. Alors évidemment, c'est pas beaucoup. C'est une voiture qui est faite pour la performance. C'est une voiture que l'on a dotée de systèmes particuliers. Bon, d'abord, il y a des roues de 21 pouces. Là. Ça donne un style vraiment beaucoup plus impressionnant. Bon, ça veut aussi dire que vous allez payer vos pneus d'hiver vraiment pas mal plus cher. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, il y a aussi, bon, la partie avant qui est un peu modifiée. On a rajouté des phares anti-brouillard. La partie arrière aussi qui a été modifiée, mais le grand changement, il n'est pas esthétique, il est vraiment mécanique parce qu'on a modifié les suspensions à l'arrière pour les rendre plus performantes parce que cette voiture-là, elle est dotée notamment d'un mode drift qui te permet de faire des dérapages contrôlés. Ce que tu connais ma sagesse légendaire, je n'ai pas essayé, mais qui aurait très bien pu se faire et assez facilement par ailleurs. Est-ce que pour autant, ça fait une voiture qui est agréable? Bien, évidemment, c'est une auto le fun à conduire, mais est-ce qu'on a envie d'avoir toute cette puissance-là en permanence? Bien, pas nécessairement. Évidemment, il y a différents modes de conduite. Là. On est capable, par exemple, de modifier d'utiliser les modes éco, les modes standards. Ça a un avantage indéniable.
Mais d'un autre côté, c'est aussi, tu sais, c'est tentant, là. Quand tu as 576 chevaux, 545 livres-pieds de couple, c'est un petit peu tentant d'exagérer sur la puissance. Eh bien, tu le sens au niveau de l'autonomie, bien entendu. Et surtout facile aussi en termes de temps, en termes d'effort physique même que ça demande, là, dans le sens que c'est pas un gros angle du pied que ça prend pour dépasser la limite. Non, disons que tu n'as pas besoin d'avoir un gros poids sur le pied, effectivement, pour dire que tu as dépassé la limite. Surtout que, comme tu l'as vu quand je te montrais les photos un peu plus tôt, à l'intérieur, il y a un petit volant magnifique qui se prend bien en main, bon boudin, c'est vraiment une bonne prise, et il y a un petit bouton vert qui te rappelle probablement ton expérience du Kona N avec le fameux petit bouton rouge. Ben, évidemment, le petit bouton vert, lui, te fait passer en mode GT. Donc, il t'amène une puissance supplémentaire et un petit boost qui survient instantanément quand tu appuies dessus, ce qui peut, dans certaines circonstances, s'avérer assez surprenant. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu le fais quand tu es à l'arrêt, ça ne change rien. Moi, j'ai été un peu imbécile, c'est-à-dire que je l'ai fait au moment où je roulais sur autoroute. J'avais donc le pied sur l'accélérateur à une certaine vitesse, bien entendu, mais ça veut dire que tu as le pied sur l'accélérateur. Quand j'ai appuyé sur le bouton vert, mais là, il y a eu un petit boost et littéralement, la voiture a été projetée vers l'avant. J'ai vu arriver la voiture d'en avant un peu plus vite que ce à quoi je m'attendais. Heureusement, il y a un bon système de freinage qui permet en même temps de récupérer de l'énergie, donc c'est pas vilain non plus, mais ça te permet justement d'avoir disons, cette extravagance-là. Ta mère l'a conduite aussi, l'a essayé, mais je l'avais prévenue de l'existence du petit bouton vert et elle a heureusement pas fait la même erreur que moi. Là. Elle a été plus en mesure de le maîtriser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant au niveau de la façon dont ça se comporte. Il y a une tenue de route incroyable. C'est vraiment solide, on le sent. Il y a des accélérations intéressantes, évidemment. Il y a aussi un mode éco qui te permet de rouler tranquillement un peu pépère, là, mais évidemment, c'est pas pour ça que tu achètes cette voiture-là. Surtout quand on regarde la facture auquel on a associé la voiture, malheureusement. Ma voiture d'essai valait 81 000 En Ouais, comparaison avec la EV6 normale. qui est à 54 000 tu sais, fait, En même temps, va t'acheter une Mac voyons, je me souviens plus du nom, mais la performance, là, puis tu vas ben, payer combien? Ben justement, j'adore ta comparaison parce que c'est effectivement le cas. C'est 94 000 ou à peu près pour une Mac E Performance équipée de la même façon. Donc, c'est quand même moins cher. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher. C'est vrai que on n'a pas cette, on ne peut pas avoir ce genre de performance-là et ne pas accepter de payer une certaine prime, une surprime. Ma grande question, elle est toujours la même. Est-ce que quand on achète une voiture électrique, on l'achète pour la puissance ou on l'achète pour l'électrification? On l'achète pour l'autonomie. Tu sais, si ton autonomie est réduite à 332 km, si tu le fais en hiver, tu sais comme moi que ça va baisser encore plus. Je dis souvent, puis j'ai posé la question à quelqu'un un jour, il n'y a personne, quand il s'adresse à moi, qui me demande à quelle vitesse va la voiture électrique. On me demande à quelle distance tu peux aller avec la voiture électrique. Donc, l'autonomie est plus importante que la puissance pour la plupart des gens. Il y a évidemment un marché de niche, là. Il y en a des crinqués qui aiment ça, la vitesse, là. Mais je trouve que quand même, c'est peut-être un peu, disons, un peu exagéré que d'aller aussi loin que ça, même si je sais pertinemment que ceux qui sont amateurs de vitesse vont me dire que c'est parce que je vieillis puis que j'ai plus les réflexes. D'un certain côté, je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, les voitures électriques étant une plus en plus grande part des véhicules qui sont sur la route, j'ai l'impression que c'est un peu normal qu'on en ait de tous les types. Comme tu l'as dit avec les dernières générations de Dodge Charger, c'est ça? Ouais, Challenger aussi. Challenger plutôt. C'est ça qui sont des véhicules, disons, à grande puissance qui vont mourir parce que justement on se détourne de l'essence des énergies fossiles, ça va prendre de ces véhicules-là, selon moi, qui sont capables de donner un petit peu de oomph dans l'électrique.
écoute, ils en vendront probablement pas autant que des pas GT, mais si ça peut empêcher certaines personnes de faire brûler de l'essence, est-ce que ultimement c'est meilleur pour l'environnement? Peut-être, hein? Ouais, non, écoute, c'est sûr que, oui, C'est tiré par les cheveux, mais... Ça a au moins le mérite d'être électrique. T'as raison, ça a au moins le mérite d'être électrique. Et il y aura toujours des gens qui vont vouloir de la performance. Mais moi, j'aurais préféré qu'on se concentre sur une augmentation de l'autonomie, à la limite une réduction des coûts peut-être, plutôt que de se diriger vers un véhicule qui, comme celui-là, nous amène une puissance excessive. Mais bon, comme je te dis, je suis pas loin de moi l'idée de dire que je suis contre. Là. La voiture, elle est agréable à conduire, elle est super le fun, elle est stable, elle a une tenue de route impeccable. Tu connais les routes autour de la maison ici, les petites routes de campagne un peu sinueuses que je suis allé essayer. Et honnêtement, je peux pas dire que j'ai pas eu de fun. Là. Ce serait être malhonnête que de dire que j'ai pas eu de plaisir avec cette voiture-là. Mais quand même, je t'avoue que j'y vois peut-être moins d'utilité que je le pourrais avec une voiture de 500 km d'autonomie, par exemple. Ceci étant dit, on va rester dans l'électrique, on va aller dans le familial, mais il va encore être question d'autonomie un peu déficiente peut-être. Parce que là, je vais aller du côté de Subaru avec le Solterra. Bon, première bonne nouvelle, c'est un véhicule qui a été fait en collaboration avec ce Toyota, hein, et au moins, lui, on est capable de prononcer son nom. Ce qui est déjà une première D'ailleurs, chose. le mot latin de la semaine vient de toi cette semaine, hein? Solterra, Qui veut dire... soleil et terre. Et voilà, exactement. C'est donc l'inspiration. Et d'ailleurs, Subaru le dit clairement. Ce sont les deux mots qui ont servi d'inspiration pour le nom. Je suis heureux de voir qu'au moins ça veut dire quelque chose, plutôt que BZ4X, qui veut ultimement dire quelque chose chez Toyota, là. Beyond Zero 4 roues motrices. Mais bon, peut-être un peu moins sexy. Je préfère l'interprétation latine. Retiens ça, ça arrivera pas souvent. Je préfère l'interprétation latine. Ceci étant dit, c'est le même véhicule que le BZ4X ou à peu près. Il y a des petites modifications au niveau esthétique. Là. On a joué un petit peu avec les lumières, on a joué un petit peu avec la calandre, mais rien de vraiment majeur. Quand on regarde les deux véhicules l'un au côté de l'autre, on se rend compte qu'ils sont littéralement identiques. Ce sont des véhicules pareils. On est allé chercher quand même un design beaucoup plus moderne, un design très intéressant à mon avis et à plein de points de vue. Parce que, tu sais, l'avantage des voitures électriques, c'est que t'es pas pris avec un gros bloc moteur, puis avec des gros modules, puis avec un tunnel de transmission qui doit traverser toute la voiture. Donc, tu es capable d'avoir un plancher plat, tu es capable d'avoir un espace plus grand à l'intérieur de l'habitacle, tu es capable d'avoir un design, disons, plus innovateur un peu que ce que ça propose normalement. Donc, pour moi, ça, c'est assez bien réussi. Comme c'est devenu la mode chez Subaru, si tu regardes le Solterra, il y a des recouvrements par-dessus les arches de roue, comme en matière de protection. Et la raison de ça, ben, je suis obligé de dire que ça va bien avec la personnalité Subaru, même si je suis pas convaincu de la nécessité absolue. C'est que les gens qui s'achètent un Subaru sont généralement des gens qui aiment l'aventure, qui aiment le plein air et qui aiment partir dans des conditions un peu plus difficiles. Le Solterra, comme le Toyota, là, mais le Solterra a 8,3 pouces de hauteur de garde au sol, ce qui en fait un des plus élevés parmi les VUS électriques disponibles actuellement. Est doté d'un rouage intégral Subaru oblige, rouage intégral à prise constante. Non, c'est pas prise constante symétrique traditionnelle. Bien sûr, c'est un rouage intégral avec deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, mais on a quand même le fameux rouage intégral que tu connais bien. Et on a aussi quelque chose qui s'appelle le X-Mode. Le X-Mode, qui est aussi une caractéristique propre à Subaru, c'est un petit bouton sur lequel on appuie et qui nous permet d'aller maximiser l'adhérence dans des conditions plus difficiles, notamment dans des montées ou dans des descentes. En gros, on a doté la voiture de certains éléments qui devraient lui permettre de faire un petit peu de hors-route. Et là, je dis un petit peu, parce qu'évidemment, tu ne monteras pas l'Himalaya avec ça. C'est fait pour aller sur des routes de chalet sans que tu sois trop malheureux. On va se dire ça comme ça, là. Surtout que tu veux pas te prendre trop de ton autonomie à aller jouer dans la boîte, j'imagine. Effectivement. Et l'autre élément, c'est que les barres de recharge sont plus dures à trouver dans le milieu du bois. Parce que c'est un véhicule 100% électrique quand même, il faut ça le rappeler.
à partir de là, bien entendu, ça donne un design qui n'est pas laid, qui est particulier. Comme je te dis, on aime ou on n'aime pas les arches de roue. Des fois, je trouve que c'est un petit peu exagéré parce que ça vient presque caricaturer tout ce qui se passe. Mais bon, dans l'ensemble, ça donne quand même un certain style assez agréable à la voiture. C'est aussi une voiture qui est pas très puissante, qui est correcte en termes de puissance. Là, on parle de 215 chevaux, 248 livres-pieds de coupe. Tout ça divisé, comme je l'ai mentionné, en 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Euh, et, et là, c'est là que j'ai un problème. C'est au niveau de la recharge et de l'autonomie. Parce que la voiture, elle arrive avec une autonomie annoncée de 360 km. Tu le sais comme moi, 360 km, c'est assez réduit dans le monde actuel de l'automobile électrique. Il y en a de plus en plus qui font 400, 480. Il y en a même qui font bien au-delà de 500. Alors, à 360 km, c'est un peu limite. Et là où c'est encore pire, c'est au niveau du temps de recharge. OK? Parce que ce que Subaru Toyota, parce que c'est Toyota qui l'a fait, a décidé de faire, c'est de faire une voiture dont la batterie va être bonne pour 10 ans et plus. Donc, ce qu'on dit, c'est parce que la batterie se charge moins rapidement, parce qu'on ne pousse pas l'autonomie au maximum, l'usure de la batterie va être moins grande et dans 10 ans, elle va encore être valable pour 90% de sa valeur. Ce qui est un avantage sur les autres parce qu'on estime que les autres, à partir de 8 ans, sont à peu près à 70% de leur valeur. Puis aussi d'un point de vue, si on pense encore une fois à l'environnement, carbone et tout, c'est souvent une critique qu'on donne aux voitures électriques traditionnelles où c'est une grosse source, la batterie, là, des émissions de carbone dans la production, puis même à travers toute la vie de la voiture. Fait que c'est sûr que à ce niveau-là, ça peut aider aussi. Ouais. Sauf que là, je vais te poser une question. Pour faire ça, on a retardé un peu la vitesse de chargement. On est allé à un maximum de 100 kW, alors que tu le sais, des véhicules comme la Ioniq 5, par exemple, ou la Kia EV6 dont j'ai parlé, sont montés sur des infrastructures de 800 volts, sont capables d'accepter jusqu'à 250 kW de recharge. Ça veut dire que et même plus, je te dirais, là, et si tu vas sur une borne de recharge rapide, avec une Kia EV6 ou une Ioniq 5, en 30 minutes, tu récupères 80% de ton autonomie. Si tu fais la même chose avec un Subaru Solterra, ça te prend au minimum 1 heure pour avoir la même recharge. Je m'attendais à bien pire là, de la façon que tu le Ouais. disais. Oui, mais attends, ça, c'est dans les conditions idéales. En hiver, si la batterie est trop froide, tu pourras même pas te recharger s'il fait moins 20 et plus froid, tu pourras même pas te recharger sur une borne de recharge rapide. Et le temps de recharge à la maison est évidemment plus lent. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'on est prêt à faire ce compromis de rapidité de recharge pour une durée plus longue de la batterie? Bon, je caricaturais en disant un peu à la blague, quand tu es debout devant la borne de recharge, est-ce que tu te demandes si dans 10 ans ton char va être encore bon ou si tu vas être en retard dans ton rendez-vous dans 1 heure? Je pense que c'est ce que j'allais répondre un peu, c'est qu'on est si tenté par la récompense instantanée et facile que c'est difficile d'évaluer ses besoins 10 ans à l'avance. Mais ultimement, on ne peut qu'être d'accord. Tu sais, de façon très objective, on est obligé d'être d'accord avec eux, de se dire, mais oui, c'est sûr que c'est bien que notre batterie dure plus longtemps. Puis je pense surtout que, comme je le répète à chaque fois qu'on parle de char électrique, c'est-à-dire à tous les épisodes, parce qu'on parle de ça quasiment, euh, c'est un mode de vie, selon moi, un char électrique, dans le sens que il faut qu'on s'attende à changer ses habitudes. Puis peut-être qu'avec le Solterra, on va changer ses habitudes un petit peu plus que si on se tournait vers l'Ioniq 5, mais 1 heure à la place d'une demi-heure dans les conditions parfaites, je trouve pas que c'est tant que ça. Le gros problème, c'est la température. Moi, ça, je suis d'accord avec toi que ça, là, tu me Ouais, parles d'un V6, là, mais c'est un deal breaker, là, pour moi, là, carrément. ouais. Moins 20 ici, c'est pas comme si c'était rare non plus, là. Non, effectivement, c'est ça. C'est qu'il faut savoir qu'il y a ça. Et l'autre élément, puis je t'ai parlé de la vitesse de recharge rapide, mais ça veut dire aussi 11 heures de recharge sur une borne de niveau 2 comme celle que j'ai à la maison. 11 heures. Alors que pour beaucoup d'autres, c'est 7 ou 8 heures. Fait que, tu sais, c'est là que, comme je te dis, c'est un choix.
Quand on s'achète un Subaru Solterra, il faut être conscient de ces limites-là et faire le choix volontaire. Tu sais, bon, prenons un exemple qui nous est très personnel. Ma sœur, ta tante Martine, qui est quelqu'un qui conserve ses voitures pour une durée indéterminée. Hein? Elle est, je veux dire, d'après moi, Oui, c'était des capable décennies. des décennies. Pour elle, c'est un avantage indéniable, ce genre de garantie-là. Pour d'autres personnes dont la durée de vie moyenne d'un véhicule est de 3 ou 4 ans, ça a peut-être un peu moins d'intérêt. Alors c'est là qu'il va falloir vraiment se poser la question à dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va comme ça ou pas? Ça c'est la grande question à laquelle il va falloir répondre. Pour le reste, puis écoute, on va parler rapidement de ça, là. Je suis obligé de te dire que c'est un véhicule qui est d'une grande douceur, qui se conduit bien, qui est agréable, pas beaucoup d'espace de chargement. On dit que c'est un 5 passagers, mais il faut pas que tu aimes beaucoup les 3 que tu mets en arrière, là, parce que sont un peu serrés. Mais pour le reste, ça va bien. L'affichage est une horreur, comme ça a été le cas du BZ4X, parce que tu as le volant qui vient cacher une partie de l'affichage qu'on a mis plus haut. D'ailleurs, c'est ironique parce que on a pris le même véhicule, on en a fait une version Lexus qui s'appelle le RZ, puis on n'a pas fait ça. On a mis l'affichage un peu plus bas. Donc, on a compris. Faut payer plus cher. Mais il est pas mal plus cher. Oui, parce que ça, c'est entre 54 et 64 000 dans le cas du Solterra, ou à peu près. Donc, ça fait un véhicule qui est agréable, qui est le fun à conduire, qui va bien. Je peux pas vraiment rien lui reprocher. Il conduit tout en douceur. Oui, c'est un peu lourd parce que c'est normal, puis c'est pas hyper puissant. C'est vraiment une question de choix et de compromis. Êtes-vous prêt à faire ce choix-là en fonction de la durée et de l'autonomie? C'est à vous de le savoir. Moi, je pense que c'est là-dessus, quand tu parlais de deal breaker, c'est là-dessus que ça va jouer effectivement la popularité ou non du véhicule. Mais je peux te dire qu'actuellement, ils fournissent pas d'en avoir, ils fournissent pas d'en vendre. Moi, je suis allé, et d'ailleurs, je remercie Subaru Saint-Hyacinthe qui m'a prêté le véhicule pour l'essai. Et quand je suis allé, j'étais très étonné de savoir qu'il y en avait un pour un essai. Et ils m'ont dit, écoute, on fait un effort pour en garder un. Sinon, il n'y aurait aucune possibilité que les gens puissent essayer. Ça s'envole aussitôt qu'ils sont rentrés. Comme tous les autres, il y a des délais d'attente là aussi. Donc il y a un marché. Il y a un marché pour ça. Et il y a des amateurs de Subaru. Tu sais, Subaru, c'est la compagnie qui a les acheteurs les plus loyaux de l'industrie, là. On parle de 72% des gens qui ont acheté une Subaru qui vont rester chez Subaru. Alors, c'est énorme. Donc, il y a des gens qui ont tout simplement fait le saut de leur Impreza ou de leur Outback vers le Solterra. Et je pense que c'est un bon choix. C'est pas un mauvais choix, en tout cas. Il doit se dire que tant qu'à rester chez nous 8 heures, autant rester chez nous 12 heures. Ça changera pas grand-chose. Ça serait parfait pour toi, ça. Oui. Effectivement. Mais je viens de parler... Hey, on parle de char électrique. Est-ce que t'es surpris? Je viens de parler du grand frère ou peut-être du cousin, dépendamment de comment on veut voir ça, du modèle que tu nous as parlé plus tôt dans l'épisode. Je viens de parler du Kia EV9 cette fois-là. On avait parlé au dernier épisode parce qu'on avait vu sa silhouette, mais là, on l'a vu pour de vrai. Puis, écoute, on n'en sait rien. Ça, c'est la vérité. Comme toujours, hein, quand on voit pour la première fois les modèles, on voit les images et c'est pas mal tout. On va pouvoir en savoir plus là niveau technique, là, mais bon, en tout cas, il y a des rumeurs qui disent que ce serait 200 chevaux, autonomie de 354 kilomètres, mais ça reste des choses qui auraient fuité, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On se le demande, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, j'aime le look parce que j'aimais le look du concept au départ, assez carré, avec des grosses surfaces plates. Le concept en avant, ce qu'on appelle le nez de tigre chez Kia, là, qui est la calandre traditionnelle, je trouve qu'on l'a exploité vraiment différemment. Bon, un petit peu chauvin de ma part, je dois le dire. Le designer, c'est un gars de Montréal, entre autres, Karim Habib, celui qui est en charge du design chez Kia. Donc, ouais, j'ai peut-être un faible. Il y a des éléments, cependant, qui font que, même si c'est la version de production, on a encore un peu l'air d'un prototype, je trouve, à l'extérieur. Fait que ça, je suis peut-être moins sûr. Par contre, l'habitacle, écoute, ça me semble extrêmement bien réussi. En fait, quand je regarde ce véhicule-là, j'ai la sensation de voir le Kia Telluride avec une motorisation électrique, tout simplement.
Moi Fait- aussi, je suis d'accord avec toi au niveau du look, là, c'est vraiment réussi à l'extérieur. Puis je suis quand même difficile, je trouve, au niveau du look, mais c'est bien fait, un espèce de mélange de courbes et de surface plate, parce qu'on s'entend que c'est carré, mais pas non plus agressif, là. Donc, non, j'aime bien ça aussi, mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment en parler plus? J'imagine qu'on va pouvoir en Ben, parler quand on saura qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. mais je suis surpris que tu m'aies pas parlé des sièges lounge. Oui, les sièges lounge qui se retournent. Mais ça, on en avait un peu discuté, si je me souviens bien. Mais c'est un peu disons, le clou du spectacle chez eux. T'as raison que j'ai complètement oublié d'en parler. Mais ils se retournent pour faire un peu, ben, comme tu le dis, un lounge. Hein? Ça ressemble à une limousine. C'est ça le look que j'ai un peu dans ma tête, là. Ouais, ben c'est un espèce de mini salon en fait qu'on a voulu faire. Évidemment, c'est une option, là, ça sera pas disponible sur toutes les versions. Puis vous pouvez pas le faire en conduisant, on va régler ça tout de suite. Ouais, ben là, écoute, on n'est pas encore Mais rendu là. non, mais en fait, si j'ai bien compris, ce sont les deux dernières rangées qui se retournent. Donc tu pourrais peut-être ultimement le faire en conduisant. Faudrait Potentiellement, vérifier. j'avoue que je ne sais pas, mais ce sont pas les sièges, effectivement, le conducteur et Non. passager, non. Non, mais par contre, ce qui m'étonne, moi, c'est que ça allait fait son chemin jusqu'au véhicule de production. Parce que, rappelle-toi, quand on a vu le concept, il y avait ces sièges lounge-là et il y avait ce qu'on appelle des portes antagonistes, des portes suicides, là, plus communément appelées. Ces portes-là n'ont pas suivi à la production, mais les sièges, eux, oui, et sont offerts en option. Donc, je trouve ça assez audacieux de la part de Kia. Je pense que c'est pour ça que je l'ai manqué au premier coup d'œil, parce que c'est vrai que ce genre de choses-là, un peu excentriques, disons peut-être, c'est le genre de choses qu'on va retrouver juste sur les modèles de concept et rarement sur vraiment ce qu'on va retrouver chez nous, hein. Effectivement. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la vraie vie. Là. Il a été dévoilé en Corée, bien sûr, je n'y étais pas, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne dans la vraie vie. Écoute, si jamais on a besoin de quelqu'un pour parler en Corée, on peut toujours nous envoyer Gotchar, si jamais on a besoin de nous. On est toujours prêt. Ouais. Mais sinon, peut-être qu'on peut aussi aller en Allemagne. Écoute, si jamais Volkswagen a besoin de nous pour parler de leur nouvelle ID2, moi, je l'aime parce que, bon, hein, toujours là à parler du petit peuple, le petit gauchiste, toujours là, hein. Mais enfin, un véhicule que je vais peut-être pouvoir un jour m'acheter parce que l'ID2 serait proposé à moins de 25 000 euros. Hein? C'est quand même une compagnie allemande, c'est-à-dire quelque chose comme 36 500 dollars canadiens. Ce serait un modèle électrique, puis le but est carrément assumé, c'est que les gens qui ont un budget beaucoup moins grand soient capables de se payer un véhicule électrique. Puis je pense que juste ça, on a à le saluer parce que bon, quand on la regarde, on s'entend qu'à 35 000 $, ça va pas non plus révolutionner la planète, là. C'est beau. C'est une Golf. En fait, c'est une Golf un petit peu haute sur pattes, je te dirais. L'intérieur est évidemment plus moderne comme on le fait avec tous les véhicules électriques. Là. Moi, ce que Le je gros sais écran pas, en plein centre, hein. ouais, ce que je sais pas, c'est est-ce que ça va venir en Amérique du Nord. Écoute, ça, on le sait pas, là. Pour le moment, en fait, on sait même pas vraiment quand est-ce que ça va venir, peu importe où dans le monde. Pour le moment, c'est prévu pour 2025. Puis pour le moment, on nous a simplement donné des comparaisons européennes. Comme je disais, le prix à 25 000 euros. On nous a donné aussi la comparaison du prix avec la Polo, hein, Ouais. qui est bien connue sur le marché européen. Donc, écoute, est-ce qu'on va l'avoir ici? Je veux dire, en même temps que tous les autres membres de la famille ID, peut-être. Mais ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais, bon, Volkswagen vient d'annoncer qu'il créait une usine de batterie en Ontario. Bon, ils investissent des milliards de dollars dans l'électrification et tout. Mais leur plan de diffusion de véhicules, quand tu regardes le catalogue Volkswagen en Europe, tu as l'impression qu'il est ça d'épais. Quand tu regardes le catalogue de véhicules Volkswagen au Canada, tu as trop d'une feuille 8,5 par 11. Alors, tu dis, c'est quoi le plan de la compagnie? Comment ils vont gérer tout ça? Est-ce que c'est... Parce que, tu sais, le ID Buzz dont tu parles, il va arriver l'an prochain, là.
Il est super beau, l'espèce de Westphalia électrique. Mais on a une version. En Europe, ils ont 2 versions. Châssis court, châssis long. Nous, actuellement, on a le ID4, hein, tu le sais, on a la ID4. En Europe, il y a des ID3, il y a des ID5, il y a des ID4 GTX qui sont des versions plus plus vitaminées. Alors, on ne sait pas trop quel est le plan réel de Volkswagen, mais je suis d'accord avec toi. Si la ID2 s'en vient, ça va faire la file chez Volkswagen pour en acheter, c'est clair. Ah, moi, je peux te dire que j'ai des collègues à l'université ou peu importe qui vont se jeter là-dessus. C'est juste ça qu'ils attendent. Mais bon. D'ailleurs, ça me rappelle un peu, j'ai regardé une capsule tantôt, mon Dieu, je suis rendu à regarder des capsules du guide de l'auto avec Antoine Joubert dans mes temps libres. Puis c'est un petit peu... Ouais, ça va changer faire ce podcast avec toi, hein? C'est pas pour rien qu'il s'appelle Godchar. Mais tout ça pour dire que c'était un peu ce qu'il disait par rapport à plein d'autres. Dans le fond, la question c'était, quelles sont les marques qui vont venir à disparaître ici au Québec prochainement? Puis eux, ils mentionnaient, Antoine Joubert mentionnait notamment Infiniti, puis Jaguar surtout, puis Fiat également, mais bon, pour des raisons techniques, il disait que ça, il y avait peu de chances que ça meure vraiment. Mais on disait que, par exemple, Jaguar se tournait principalement vers le marché européen, puis délaissait vraiment beaucoup le marché nord-américain, canadien même, au point où il vendait une poignée de véhicules chaque année. Fait que ça me fait penser un peu à ça ici, là. Ben, t'as raison, mais il faut savoir, pour Jaguar, j'ai peut-être un doute, parce que je suis pas certain qu'ils font qu'ils mettent beaucoup plus d'énergie en Europe, compte tenu du fait que Jaguar n'a pas aucun nouveau modèle à proposer d'ici 2025. Ça, ils l'ont déjà annoncé l'année dernière. Donc, ils n'ont rien de neuf à proposer. C'est sûr, là, ils vont faire des petites versions ici et là pour modifier le truc, mais objectivement, c'est pas une compagnie qui actuellement est en plein développement. C'est la Rover surtout en ce moment. Hein. Exactement. Range Rover, le nouveau Range, le nouveau Range Rover Sport, tout ça. Et à partir de 2025, ben là, on passe en mode électrification parce qu'actuellement, on est uniquement dans des... Land Rover commence à avoir des hybrides branchables, là, mais on est plutôt dans l'hybridation légère, c'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en mettant une plus grosse batterie. Parce qu'à part ça, ça donne pas grand-chose. Donc, honnêtement, c'est à ce niveau-là que Jaguar risque de disparaître. Peut-être pas disparaître, mais certainement, ça va reprendre une grosse campagne pour se relancer quand ils vont offrir des vrais modèles. Et c'est pas avant 2025-2026 au minimum. Alors oui, là-dessus, je suis obligé de dire que c'est vrai. Même chose du côté d'Infiniti. Infiniti est une marque qui a jamais été capable de percer aucun marché. Un des endroits où elle allait le mieux, c'était au Canada à l'époque, parce que Infiniti a été lancé comme une marque qui était exclusive à l'Amérique du Nord pendant quelques années. Donc, il n'y avait pas d'autres marchés. Ils ont eu un président qui a eu des idées de grandeur, qui a décidé de déménager le siège social d'Infiniti à Hong Kong, qui a voulu en faire une marque mondiale, qui a essayé de développer des modèles qui finalement n'ont jamais vu le jour. Bref, dont un concept que j'avais eu l'occasion d'essayer en Angleterre puis qu'il n'a jamais été construit. Bref, on n'a pas été capable d'aller chercher cet élément-là. Et pour le moment, les ventes d'Infiniti, c'est une descente abrupte chaque année. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? D'autant que actuellement, Infiniti, on le sait, c'est la marque de luxe de Nissan. Et Nissan est en train de se restructurer avec Renault et avec Mitsubishi. À la fameuse alliance là, qui a tant fait jaser, qui a valu à Carlos Ghosn de sortir de son pays dans une malle, elle est encore là et on est en train de la restructurer, mais Infiniti n'est pas inclus dans cette entente-là. Alors, comment on va être capable d'accrocher Infiniti à tout ça? Je pense qu'effectivement, c'est une des marques qui risque de disparaître. À part ces deux-là, est-ce que t'en as d'autres? J'essaie de voir, puis je pense, ce qui, moi, m'inquiète le plus, ce sont les nouvelles marques. Celles qui arrivent et qui nous font des promesses incroyables. Bon, je ne ferai pas référence à Tesla qui a prouvé qu'il était capable, même sans tenir ses promesses, qu'il était capable de rester en vie longtemps, là. On l'a vu. Mais il y a des marques, je pense à VinFast, qui est une compagnie vietnamienne qui est arrivée avec, écoute, fanfare et tout ce que tu voudras, qui a invité des journalistes pour des séjours incroyables au Vietnam, montrer des usines de fabrication, des scooters électriques. Mais là, ils sont pas capables de fournir.
La compagnie a perdu 3 milliards de dollars jusqu'à maintenant et son propriétaire a dit, ben c'est assez, moi je mets plus d'argent là-dedans. Donc, vous allez devoir fonctionner sur vos revenus autonomes. Le problème, c'est que les premières livraisons de VinFast n'ont pas encore été faites au Canada. Et on commence à peine aux États-Unis. On devait construire une usine aux États-Unis, en tout cas de la Georgie ou de la Caroline, dont la construction devait commencer l'année passée. Elle avait été reportée à cette année en février, mais là, elle est encore reportée au moins d'un an. Alors, des nouvelles compagnies comme celle-là, il en pousse à tous les coins de rue. VinFast est un groupe qui a beaucoup d'argent. Ils feront peut-être pas le choix de se lancer là-dedans. Il y en a d'autres, là. Les Rivian de ce monde qui ont eu de la misère. Oui, Rivian, ça fait des années qu'on en parle, puis t'en as-tu vu une, comme... Ben non, sur la route, là? Non, je n'ai vu une fois, puis d'après moi, il était perdu, là, c'est un Américain. Il y a Lucid. Lucid, c'est un cas différent, parce que Lucid vient d'ouvrir une concession à Montréal, absolument magnifique, mais on parle de voitures de 125, 130, 140 000 $ si c'est pas plus. Alors, c'est vraiment c'est un monde... C'est ça, hein? D'ailleurs, exactement dans la capsule que j'écoutais, il disait, c'est parce qu'ils veulent rentabiliser l'investissement qu'ils viennent de faire. Donc, mais comme les Roadster, comme les premières Tesla, même aujourd'hui, c'est pas abordable une Tesla, mais les premières Tesla étaient des voitures encore plus chères que ce qu'on est capable de s'acheter maintenant. Effectivement. Par contre, chez Lucid, leur technologie sert à d'autres choses. Elle a servi, entre autres, aux Formule E. Donc, eux autres ont vendu leur technologie ailleurs, ce qui leur permet d'avoir un certain fonds de roulement. Mais il y a des petites compagnies de cette nature-là. Écoute, j'ai reçu des demandes des fois de gens qui me disaient « Hey, j'ai acheté des actions de telle compagnie, t'en penses quoi? » Écoutez, fait 5 ans que cette compagnie-là nous dit qu'ils vont sortir un modèle, on ne l'a jamais vu. Je peux pas rien vous dire de plus là-dessus. Alors, oui, il y aura des marques. Est-ce que les grandes marques vont souffrir? Pas sûr, parce que la plupart des grandes marques ont déjà pris le tournant vers l'électrification, vers une modification de leur façon de faire. Les Coréens sont sur une lancée. Là. J'ai beaucoup aimé un collègue qui disait les Coréens, actuellement, ils ont un TDAH. Là. Ils sont pas capables de se concentrer assez longtemps sur leur propre modèle. Il faut qu'ils échangent aux 6 mois. C'est presque l'impression qu'on a. C'est vrai aussi pour d'autres modèles. Il y a Ford qui a quand même progressé assez bien. Avec Lincoln, on traîne de la patte un peu, mais avec les nouvelles usines, on devrait être en mesure de rattraper. Il y a Honda. Honda qui m'inquiète un peu. Ils vendent des voitures, mais ils ont comme une drôle de stratégie, eux autres aussi. Mais je pense pas que ce soit des compagnies qui vont fermer, mais effectivement, celle mentionnée risque de le faire. C'est tout à fait exact. Ben merci de ton opinion impromptue là-dessus. Moi, je vais terminer avec peut-être un truc aux gens. J'ai été quand même surpris de l'apprendre. On parle ici des météorologues de chez Météo Média qui disent que c'est pas parce qu'on te dit que le 15 mars, du moins après le 15 mars, tu as le droit de changer tes pneus d'hiver que c'est nécessairement une bonne idée de le faire. Ce serait plutôt des questions météorologiques qui dicteraient quand ce serait censé de le faire. Qui l'eût cru, hein? C'est pour se protéger de quand même de ça qu'on change nos pneus. Puis c'est pas juste avec la neige et la glace, parce que bien sûr, bon, tout le monde le sait, là, c'est pour glisser moins quand on est sur la neige et la glace qu'on a des pneus d'hiver, c'est fait pour mieux mordre dans la glace, tout ça, mais c'est aussi la température, hein, dans le fond. Parce que... Oui. C'est ça, c'est le froid, en fait, qui est dangereux pour ton pneu, pour ton caoutchouc qui durcit, là. Oui, c'est ça, exact. Ton caoutchouc va durcir, ou à l'inverse, la raison pour laquelle en été, les pneus d'hiver vont s'user, c'est parce que en été, la gomme va être trop molle, trop tendre, puis il va y avoir trop de friction, trop d'abrasion, puis ça va s'user plus rapidement. Ben, en hiver, même chose, si on a un pneu d'été qui est plus ferme, ben là, on va se ramasser avec quelque chose qui est trop ferme en hiver, puis ça va perdre là de ses qualités. Donc, en gros, c'est la température qui est vraiment le facteur qui dicte quand on devrait changer ses pneus. Puis c'est 7 degrés Celsius que ça devrait atteindre. Donc, selon là, les gens de chez Météo Média, on parle de fin mars, 28 mars, donc mettons qu'on dit début avril, là, pour changer ses pneus d'hiver. Mais même, là, il y a certaines régions du Québec où ça irait à un mois plus tard, quasiment début mai. Tu comprends-tu pourquoi je reste où je reste et que je ne vais pas me rester dans ces régions-là? Un mois plus tard pour atteindre 7 degrés. 7 degrés stable, hein? C'est-à-dire que il va probablement faire plus chaud, mais il faut que le point le plus bas, là, ce soit toujours 7 degrés pour pas qu'on aille
en dessous. Fait que c'est sûr que ça prend plus de temps qu'on va plus au nord, ce qui est quand même sensé encore une fois, mais qui l'eût cru, hein, qu'il aurait fallu garder ses pneus d'hiver jusqu'à la mi-avril, fin avril même, là. Y a-tu vraiment du monde qui font ça? Fin avril? Ouais. En fait, si vous n'avez pas pris votre rendez-vous aujourd'hui pour l'échanger, peut-être que vous allez être obligé d'attendre la fin avril. Et Mais dans le fond, vous allez être plus en sécurité que les autres. c'est ça, exactement. Vous n'aurez pas fait exprès, mais vous aurez fait un bon coup. Non, c'est ça, par accident. Bon, puis je disais que c'était la dernière chose, mais il y a une dernière chose, parce que c'est vraiment une actualité là, qui date de la dernière seconde au moment où on enregistre l'épisode, mais on a reçu les informations par rapport à l'Ioniq 6 2023, par rapport au Canada, le prix plutôt que ça va avoir sur le marché canadien, mais arrêtons tout de suite de parler de l'Ioniq 6, hein, parce qu'on a quand même une annonce à faire sur ce podcast que j'ai bien hâte. Non, mais Vas-y, c'est vrai. William. Vas-y, William, Parfait. je te laisse le La bonheur. semaine prochaine, ça va expliquer pourquoi c'est bimensuel, parce qu'on part à Vancouver pour aller essayer l'Ioniq 6. C'est la première fois que je fais ce genre de voyage-là. Donc, merci beaucoup à Hyundai Canada, bien sûr, de m'inviter pour aller en faire l'essai. J'ai bien hâte de pouvoir vous en parler, hein, parce que c'est clairement à cause des gens qui écoutent ce podcast-là qu'on me donne cette opportunité-là. Donc, merci beaucoup à vous de nous écouter. J'ai bien hâte de pouvoir vous parler de cette voiture-là. Parce que honnêtement, je la trouve moins belle que l'Ioniq 5, donc j'espère me donner une raison de l'aimer plus que sa cousine. Bon, On vous en reparle dans 2 semaines. c'est ça, on verra dans 2 semaines ce que ça donne. Alors écoutez, on vous remercie d'avoir été avec nous. Bien entendu, on vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio. On vous invite à vous abonner, bien entendu, à Gotchard, notre podcast que l'on aime beaucoup. Sinon, vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur le site gotchard.com. Vous pouvez aussi venir sur notre page Facebook Gotchard Podcast et poser vos questions si vous en avez et écrire à gotchardpodcast@gmail.com si jamais vous en avez envie et vous avez des questions. On se fait un plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez passer aussi à titre personnel. Je le ferai. Alors, mon cher William, là-dessus, on se dit au revoir et la prochaine fois qu'on va se voir en vrai, ça risque d'être à Vancouver. J'ai bien hâte de le faire. À la semaine prochaine. Bye bye. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.